Qu'est-ce qui s'est passé en 2025 en termes d'actualité de l'IA en numérique dans la santé, dans le domaine de la santé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'actu? Et justement, on va pouvoir revenir dessus avec nos deux journalistes qui reviennent sur les informations essentielles de l'e-santé et la cybersécurité qui ont marqué l'année 2025. Dans une mise en scène interactive, ils se prénomment Clémentine Baye et François Gaetner et ils sont avec nous. Sous des applaudissements nourris, vous allez pouvoir les accueillir pour ce retour sur l'actu e-santé 2025. Bonjour. On n'est pas du tout stressé d'être là, on est très contents. Ouais, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour la 4e édition d'Inov et d'avoir bravé les intempéries et les conditions de circulation dégradées pour discuter avec nous de numérique en santé. Alors nous, on se présente rapidement. Moi, je m'appelle François et je travaille à la communication de Thésis depuis bientôt 10 ans. Et moi, je m'appelle Clémentine et je travaille aussi à la communication Thésis depuis bientôt 10 ans. Voilà. Alors nous, on s'est présenté, mais pour être à l'aise avec autant de monde, on va avoir besoin de faire un peu mieux connaissance avec vous. Je vous propose un petit jeu et de participer pour nous mettre à l'aise nous. Il s'agit de quelque chose de très simple que voici. On va vous poser quelques questions. Et si pour vous la réponse est oui, on va vous demander de vous lever. Et si pour vous la réponse est non, on va vous demander de vous asseoir. Et plus la réponse est oui, plus il faudra vous lever vite et avec énergie. Et plus la réponse est non, et plus il faudra vous rasseoir vite et avec énergie. Première question pour tester si tout le monde a bien compris le principe. Qui dans cette salle aime le chocolat? Dans le rogaille saucisse. Voilà, ok. On va pouvoir commencer avec une vraie première question. Qui dans cette salle travaille dans le secteur hospitalier? Ok. On peut applaudir. On peut s'applaudir, oui. Qui travaille dans le secteur médico-social? Ouais. Est-ce qu'on a des libéraux dans la salle? Bien. Est-ce qu'on a des gens qui n'ont rien à voir avec la santé, rien à voir avec le numérique et qui sont venus quand même? Bravo. Ah ouais, il y en a. Ouais, il y en a. Ben, on est flattés. Ok, on va poser une ou deux questions pour situer le niveau d'usage de l'intelligence artificielle dans votre quotidien. Qui a déjà demandé à ChatGPT d'organiser ses vacances? Ouais. Ah, vous êtes quelques-uns. Hein. Et qui a déjà eu recours à l'IA pour obtenir des réponses sur sa santé? Ah, personne. Ah, si, quand même. Ah, si. Ouais, c'est une des grosses tendances lourdes du web en 2025. Les moteurs de recherche classiques ont perdu 30% de trafic versus les chatbots IA sur les questions de santé. Donc, vous n'êtes pas tout à fait représentatif de la population générale à cet égard. Il nous en reste une, Clémentine, de questions? Non. Non? C'est sûr? Ouais. Ok, très bien. Merci de votre collaboration. Maintenant qu'on est chaud, on va pouvoir lancer cette matinale. Alors, comme chaque année, on va balayer les grandes actualités du numérique en santé. Et puis, comme dans tous les journaux, on va commencer par les titres. Des usages qui explosent, des investissements toujours plus mirobolants, des modèles de plus en plus perfectionnés. En 2025, ça y est, l'IA générative est partout. Mais est-elle vraiment à la hauteur de ses promesses? Quels sont ses risques et surtout dans quel cadre doivent s'inscrire ces usages? En France, nous le verrons en fin de matinale, les choses commencent à se préciser. Les IA sont-elles les nouvelles meilleures amies des cybercriminels? Comment bénéficier des apports procurés par ChatGPT sans exposer nos données personnelles ou professionnelles? Quel est l'état de la menace cyber à La Réunion? Nous répondrons à ces questions et à bien d'autres dans cette matinale en compagnie de Sax, un hacker engagé dans la cybersécurité, et de Mathieu Druil de Cyber Réunion. La digitalisation de la santé est à la fois un levier d'efficacité et un révélateur de vulnérabilité. D'un côté, elle améliore le parcours de soins et accélère la recherche, mais de l'autre, elle pose des risques systémiques. Cyberattaques, panne massive, dépendance économique et perte de souveraineté. Nous en parlerons avec Yasmine Douadi. Elle devait animer une conférence sur ces sujets en fin de matinée, mais empêchée de prendre l'avion, elle a accepté d'intervenir à distance dans le cadre de cette matinale.
Mais avant de développer ces titres, nous commençons par une actualité brûlante qui touche au cœur du numérique en santé. Je veux bien sûr parler du dossier médical partagé, adossé depuis 2022 à l'application Mon Espace Santé. Pour ceux qui étaient là l'année dernière et qui se demandent, j'ai ouvert mon application Mon Espace Santé. J'espère que vous êtes tous heureux de cette info. Merci. Pour rappel, Mon Espace Santé, c'est le carnet de santé numérique disponible en ligne pour tous les usagers et sous forme d'application mobile. Et le DMP, c'est la porte d'entrée des professionnels dans ce carnet de santé, pour pouvoir déposer des documents, consulter les informations utiles à la prise en charge des patients ou des usagers. Le 15 octobre dernier, le Conseil d'État a rendu une décision importante en confirmant le droit d'accès des non-professionnels de santé au DMP. Alors le Conseil d'État, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la juridiction suprême du droit administratif français. Il avait été saisi par le Conseil national de l'ordre des médecins qui contestait l'ouverture du DMP à des personnes n'appartenant pas à une profession de santé officiellement reconnue. Vous me dites s'il y a un problème de micro ? C'est bon, vous m'entendez bien ? Ok. Eh bien, dans sa décision, le Conseil d'État a confirmé que ces professionnels, issus du médico-social notamment, sont bien autorisés à consulter le DMP de leurs usagers. Sur la forme, en revanche, le Conseil d'État a retoqué l'arrêté car il ne mentionne qu'en annexe l'obligation de recueil du consentement de l'usager pour tout accès au DMP. Cette obligation va donc devoir être explicitement mentionnée dans une nouvelle version du texte qui devrait être publiée sous peu. Mais concrètement, pour vous sur le terrain, si vous êtes un acteur d'une prise en charge et que vous exercez une profession à rôle, c'est une confirmation de votre légitimité à accéder au dossier médical partagé de votre usager. Et sur le terrain, c'est effectivement souvent très utile. Par exemple, aux urgences du Chor, où une expérimentation qui a été menée en 2024 a permis aux équipes du docteur Katia Mougin-Damour, la chef de service, d'accéder rapidement à des informations décisives. Je vous propose de découvrir son témoignage. J'avais aucune information sur ce patient, qui avait de gros antécédents cardiaques, et en consultant son DMP, j'ai eu toutes les informations nécessaires à sa prise en charge. Je suis docteur Katia Mougin-Damour, je suis chef de service des urgences au Chor. Je suis praticien hospitalier aux urgences, j'exerce dans ce service. Dans nos dossiers patients informatiques, on a accès au DMP patient et en fait c'est une plus-value et du coup tous les médecins urgentistes de ce service l'utilisent. Alors il n'y a que les médecins urgentistes titulaires de service qui ont accès au DMP parce qu'il faut avoir une ICPS. Ça nous permet surtout la nuit en permanence des soins et les week-ends quand les cabinets sont fermés d'avoir des informations sur le patient qui n'est pas toujours en mesure de nous donner des informations, que ce soit sur son traitement ou sur ses antécédents. C'est un patient qui avait fait un malaise, donc bilan de malaise, c'est un TRI3, c'est une urgence vraie, et pour qui on n'a aucune information et qui dit je prends des cachets mais je sais pas trop, j'ai des problèmes mais je sais pas lesquels. On voit bien qu'il a un dispositif implantable, enfin voilà, donc on a besoin d'avoir des informations. Et franchement, le DMP, ça m'a aidé parce que c'était 22 heures et personne ne pouvait me donner d'informations. Il est ressorti très bien sur ses deux pieds, parce qu'il allait bien. Il est ressorti parce qu'on avait les bonnes informations et on a pu du coup avoir un diagnostic et savoir que il nécessitait une hospitalisation et savoir le renvoyer vers un spécialiste et pas forcément l'hospitaliser parce qu'on n'a pas d'informations. Donc il faut qu'on ait les imageries, les bilans biologiques d'un patient qui a un bilan ce matin en ville. Il vient ce soir aux urgences, au moins j'ai le bilan, je le repique pas. Donc, enfin voilà, tout ça c'est intéressant. Tout ce qui se fait en ville et qui est versé dedans, et c'est des informations qu'on n'avait nulle part ailleurs avant. Chacun a découvert son DMP, son espace santé. Tout le monde a adhéré parce que, franchement, aux urgences, on manque d'informations et pouvoir avoir accès à un carnet de santé en ligne, c'est génial. Donc tout le monde y trouvait quelque chose et tout le monde a adhéré. Et franchement, tous les jours, vous pouvez passer aux urgences, tout le monde se connecte sur le DMP. Parce que moi, il y a des patients qui me disent, allez dans mon DMP. Donc je trouve ça bien. Ou je leur dis, moi, je vais aller dans votre DMP. Ah oui, allez-y. Donc comme ça, en fait, ils savent ce que c'est. Au moins, on peut leur dire aussi, voilà, on va dans votre dossier. C'est un moyen aussi pour eux de les informer. Un message à faire passer à tous les médecins, c'est d'activer leur ICPS et d'accéder au DMP parce que c'est une source d'information inestimable et c'est dommage de s'en priver. En ville, justement, de nombreux médecins généralistes se mobilisent effectivement pour alimenter l'espace santé de leurs patients et les inciter à prendre en main ce service. Pour s'engager et à être accompagnés, les cabinets de ville et les officines peuvent désormais rejoindre un réseau de partenaires Mon Espace Santé animé par Thésis, l'ARS La Réunion et l'assurance maladie. Les partenaires bénéficient de formations, d'outils et d'un accompagnement spécifique pour communiquer avec leurs usagers. Vous pourrez découvrir tout à l'heure ces outils et l'accompagnement proposés en vous rendant sur le stand Mon Espace Santé à l'extérieur.
12 cabinets ont déjà rejoint ce dispositif depuis son lancement en juillet dernier et de nombreux autres sont attendus pour l'année prochaine. Aujourd'hui, pour rappel, un Réunionnais sur 3 a déjà activé et pris en main son espace santé. Alors après ce focus sur mon espace santé, que s'est-il passé d'autre dans le numérique en santé à La Réunion? C'est l'actu en bref. Les demandes d'admission en maison de retraite, dans un SAMSA ou un CESAD, les orientations pour les soins de suite ou en hospitalisation à domicile peuvent désormais toutes être dématérialisées. Via Trajectoire remplace petit à petit les CERFA et autres dossiers papier, que ce soit dans les services d'admission des structures ou chez les usagers. Et à compter du mois de décembre, les enfants chez lesquels on suspecte un trouble du neurodéveloppement pourront également être adressés à la plateforme de coordination et d'orientation grâce à Via Trajectoire. Vous cherchez des contenus de prévention à destination de vos patients. Vous savez plus quoi mettre sur vos écrans d'accueil ou dans vos salles d'attente. Venez piller les vidéos mises à disposition par masanté.re. Le site de prévention 100% Réunion met à la disposition de tous les vidéos produites avec des professionnels de santé. Vous y trouverez des contenus sur les addictions, la gynéco, le diabète, mais aussi des recettes de cuisine, des idées d'activités sportives à faire en famille, etc., etc. N'hésitez pas à venir vous servir. Les vidéos sont en téléchargement libre sur le site www.masanté.re. Dans le numérique en santé, une innovation chasse l'autre sans qu'on prenne le temps parfois de regarder en arrière pour rendre hommage aux précurseurs. En 2025, un service régional historique s'est ainsi éteint discrètement après 10 ans de bons et loyaux services, c'est Liendoc. Lancé en 2015 avec la complicité du CHU et de son médecin DIM Michel Borer pour dématérialiser et accélérer l'envoi des comptes rendus hospitaliers vers les médecins de ville, il s'est progressivement généralisé à de nombreux établissements réunionnais. En 10 ans, Lien a permis d'acheminer en temps réel plus de 12 millions de documents médicaux et a servi de base à plusieurs innovations qui ont marqué le développement de la e-santé à La Réunion. Mais aujourd'hui, tous ces documents sont envoyés automatiquement par MS Santé vers mon espace santé. Ainsi, Liendoc, en tant qu'outil de diffusion, était devenu obsolète. Gloire à Liendoc. Dans un souci de cohérence et d'économie, le service a donc été débranché et ses derniers utilisateurs ont été accompagnés dans cette transition par les équipes de Thésis. En établissement ou en ville, elles sont en première ligne pour prendre en main les nouvelles fonctionnalités d'un logiciel, pour effectuer les vérifications indispensables à la circulation des informations et pour dialoguer avec les usagers, expliquer, réexpliquer les évolutions dans les procédures d'accueil, d'identification, d'admission et de communication. Il s'agit bien entendu des secrétaires médicales. En avril dernier, pour la première fois, plus de 100 secrétaires médicales du CHU et du GHER se sont rassemblés pour une journée sur le thème du numérique en santé. Nous allons continuer de les accompagner en 2026, car ce sera une année qui marquera leur enregistrement au sein du répertoire partagé des professionnels de santé. C'est une nouvelle étape importante dans la reconnaissance du rôle essentiel qu'elles jouent dans les prises en charge. Elles sont près de 2000 à La Réunion, elles ou ils d'ailleurs, et j'avais très envie qu'on les applaudisse aujourd'hui. Voilà. Vous l'avez peut-être vu à l'entrée de votre cafette lors d'une journée de formation ou d'un séminaire. Depuis le début de l'année, la Grande Roue Cyber part à la rencontre des professionnels de santé et du médico-social. Objectif, ouvrir la conversation autour des bonnes pratiques en matière de cybersécurité dans les structures de santé, tout ça dans une ambiance ludique et sympathique. C'est le dernier outil déployé dans le cadre de Nouveille, le programme de sensibilisation porté par Thésis avec l'appui de l'ARS et du GHT. Il a permis de sensibiliser directement plus de 1000 professionnels hospitaliers cette année et plus de 500 acteurs libéraux et acteurs du médico-social. Il a été récompensé en 2023 par les talents de la e-santé. Ce projet régional continue d'innover pour prémunir du risque cyber les professionnels et les usagers. Comment tester un outil numérique pour s'assurer qu'il apporte les bénéfices attendus ? Aujourd'hui, par exemple, quand un labo veut développer un nouveau médicament, il passe une série de tests pour s'assurer que le médicament qu'il développe apporte bien les bénéfices attendus. C'est une chaîne de production au cours duquel les effets du médicament sont vérifiés. Il peut être également amélioré. Eh bien, les créateurs de start-up et de solutions numériques ont le même besoin. Tester leurs outils en conditions réelles pour s'assurer qu'elles apportent bien les bénéfices attendus.
C'est pour répondre à ce besoin qu'un tiers-lieu d'expérimentation va bientôt voir le jour dans les Outre-mer. Il s'appelle Ocean Care et il réunit des acteurs institutionnels de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion, autour d'un chef de file, le CHU de Martinique. Il est financé sur 2 ans et il accompagnera dès 2026 2 premières startups. D'abord l'AE, un algorithme pensé pour limiter les prolongations de séjours évitables qui contribuent à la saturation des services hospitaliers. Et puis Avitam, une plateforme de gestion des parcours de soins et d'accompagnement des patients souffrant d'obésité. Si votre établissement est intéressé pour tester ces solutions, vous bénéficiez en local d'un appui de Thésis pour mettre en place l'expérimentation en lien direct avec les créateurs de ces outils émergents. Et puisqu'on parle d'innovation, quelle est la meilleure innovation de l'année dans la santé ? Pour le savoir, nous avons envoyé notre envoyé spécial à Santexpo, le plus grand salon dédié à l'innovation dans la santé en France. Et cet envoyé spécial, c'était vous, François. Ouais, Santexpo, c'est le salon de référence pour l'innovation dans la santé en France. Chaque année, on peut y découvrir des robots chirurgiens, des chambres d'hôpital connectées, des nouvelles solutions d'IA, des systèmes de cloud ultra performants. Et moi, je voulais partager avec vous l'innovation qui m'a personnellement le plus impressionné sur cette édition. Oh, accrochez-vous bien. Ah. Mais c'est un dispenseur de gel hydroalcoolique français. Attendez. Regardons de plus près. C'est un dispenseur de gel hydroalcoolique, certes, mais sur lequel a été fixé un boîtier de son de farce et attrape. Mais on avait dit innovant, François. Mais attends. C'est pas... Non, c'est pas fini. Attends, regarde. Quand on appuie pour mettre du gel et se laver les mains, il fait de la musique. Mais c'est une blague. On avait dit innovant, François. Pendant 3 minutes. La musique. C'est ça que vous avez ramené ? Ouais. Comme innovation ? Ouais. Non, c'est pas une blague. Cet objet a réellement été présenté lors d'une agora officielle sur Santexpo. C'est une cadre de santé qui a présenté cet objet. Elle travaille dans un service d'infectiologie où, à son arrivée, elle a constaté que la consommation de solutions hydroalcooliques avait baissé de 60% en quelques années. Alors c'est un indicateur important dans un hôpital parce que c'est comme ça qu'on évalue les bonnes pratiques en matière d'hygiène des mains. C'est-à-dire à partir de la quantité normale que devrait consommer un service et on la mesure à la quantité réelle. Quand on consomme moins qu'on devrait, c'est que les gens ne se lavent pas suffisamment les mains. Donc partant de ce constat, elle a mené une enquête de terrain avec ses équipes et puis elle a rassemblé tout son service pour produire des idées et construire un prototype qui servirait à répondre à cette problématique. C'est pour ça que la boîte fait de la musique pendant 3 minutes, parce que 3 minutes, c'est le temps réglementaire pour un lavage des mains efficace. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas l'objet en lui-même, bien entendu, c'est l'innovation qui était présentée, c'est la démarche du centre hospitalier d'Annecy qui a formé 80 managers comme cette cadre de santé à l'intelligence collective en s'appuyant sur une démarche qui s'appelle le design thinking. Donc l'objet, c'est effectivement d'aller sur le terrain, d'inclure les gens qui sont concernés, de découvrir leurs émotions, de mieux comprendre le contexte dans lequel s'inscrivent les problématiques qu'on cherche à résoudre, et puis de les inclure aussi dans une réflexion qui permet d'imaginer des solutions à mettre en œuvre rapidement et à tester des prototypes, parfois moches, parfois vilains, certes pas tout à fait perfectionnés, mais l'idée c'est de valider une idée pour ensuite aller plus loin. Il y a d'autres bénéfices, c'est ce dont témoignait cette cadre je veux bien savoir lesquels, de cette agora, sur sa pratique managériale notamment. Elle a constaté plusieurs choses que je vais retrouver sur mes fiches. Elle expliquait avoir pu faire évoluer donc sa posture de manager, créer une dynamique nouvelle au sein de son service et avoir in fine obtenu des résultats positifs et concrets sur les pratiques d'hygiène. Pour conclure cette anecdote, je vous propose d'écouter le témoignage du directeur du centre hospitalier à l'origine de cette démarche. Il s'appelle Vincent Delivet. Je pense très, très sincèrement que le management hospitalier, c'est la clé de voûte de tous les changements qu'on veut faire. C'est la clé de voûte aussi en termes d'efficience. On parle beaucoup d'efficience ces derniers temps. Et donc, on doit transformer, modifier notre manière de faire parce qu'il y a un historique dans tous nos établissements de construction assez hiérarchisé où pour faire, il faut attendre que je ne sais qui finalement donne un feu vert pour avancer. Et ce qui a changé, il y a quelques temps, la discussion, c'était la discussion classique à l'hôpital. J'ai besoin d'eux, on n'a pas assez de moyens, ça va pas. Bref. Et le directeur, évidemment, il disait, moi, j'ai pas d'argent. Vous connaissez la discussion. Le truc vachement stérile.
Maintenant, c'est différent. J'ai des services, ils me disent bon, on avait tel problème, voilà ce qu'on a pu faire. Et la discussion, c'est pas est-ce qu'on va pouvoir faire, c'est comment on va plus loin. L'enjeu pour nous, c'est pas tant de savoir si on, enfin, bien sûr qu'il faut qu'on soit à l'équilibre pour des raisons de liberté, de choix, de projet, etc. Mais c'est surtout quelle est la qualité des soins qu'on délivre. Est-ce qu'on est heureux dans notre travail aussi. Enfin, est-ce qu'on a la capacité que quand on va au travail, on peut agir. Pour ceux qui s'intéressent à l'intelligence collective et à son potentiel au sein de vos organisations, sachez qu'il existe l'atelier des facilitateurs. C'est une offre de service conçue pour justement former, accompagner les acteurs de santé dans des démarches d'intelligence collective à La Réunion. Elle est soutenue par l'ARS La Réunion. Elle dispense des formations et elle peut donc vous accompagner sur vos projets de séminaires ou de transformation. Et maintenant, c'est le sujet, bien sûr, sur toutes les lèvres, et la star de cette édition d'Innov, l'intelligence artificielle. Et je vous laisse attaquer, Clémentine. En 2025, l'intelligence artificielle n'est plus une promesse, mais une réalité quotidienne, y compris dans la santé. En septembre, la Fédération hospitalière de France publiait son premier baromètre. 65% des hôpitaux utilisent déjà des solutions d'IA, principalement pour la relecture des radios aux urgences et l'aide à la rédaction de comptes rendus. Et 90% des hôpitaux prévoient de lancer de nouveaux projets d'ici 3 ans. Mais derrière ces chiffres, une question. L'IA est-elle vraiment à la hauteur des espoirs qu'on place en elle? Et quels sont ces espoirs? Ces espoirs, pour les hospitaliers, c'est d'abord et surtout gagner du temps. Dans le baromètre, automatiser les tâches administratives est le premier bénéfice attendu par les professionnels sondés. Il arrive même devant l'amélioration de la qualité des soins, puis la satisfaction des patients et du personnel, et enfin l'optimisation des coûts. Mais le principal obstacle au déploiement de l'IA, ce sont justement les finances. Autre frein important, la qualité des données, le manque de compétences, mais aussi des craintes sur la confidentialité. Beaucoup d'établissements sondés confessent d'ailleurs que l'utilisation de l'IA en leur sein mériterait d'être mieux cadrée. Alors justement, le cadre, je veux bien qu'on en parle. Petit test anonyme à l'applaudimètre. Qui ici a déjà lancé une requête ChatGPT pour gagner un peu de temps au boulot? En effet, la santé n'échappe pas à l'explosion d'un phénomène, on le voit, qui touche aujourd'hui toutes les organisations, l'IA fantôme. Aujourd'hui, la quasi-totalité des employés reconnaît avoir déjà utilisé des outils d'IA dans le cadre professionnel, sans autorisation et sans consulter les services informatiques, en fournissant parfois aux IA utilisés des données sensibles sur leurs clients, des documents internes, et en utilisant bien souvent leurs appareils personnels. Problème, ces pratiques clandestines vous exposent à des cybermenaces et peuvent être à l'origine de fuites de données. GPT en mi-souk. Quels sont les risques? Comment protéger vos structures et surtout comment faire pour utiliser vos chatbots préférés en toute sécurité? Réponse cet après-midi avec notre délégué à la protection des données spécialisée dans la santé, Taher Issouf Ali. Et au-delà des questions de sécurité et des risques pesant sur la confidentialité, quelle est la qualité du travail réalisé grâce à ces IA génératives? Alors, l'IA générative, c'est un type d'IA capable de créer des nouveaux contenus, notamment des conversations, des histoires, des textes. Alors, est-elle au rendez-vous des espoirs qu'on place en elle, ou devient-elle au contraire un nouveau collaborateur fourbe et incompétent? Pour l'instant, c'est difficile à dire. Les premières expérimentations à grande échelle documentées dans le monde du travail montrent des résultats chaotiques avec un chiffre notamment qui illustre ce qui commence à ressembler très fort à une véritable fracture. D'un côté, on a les décideurs, les cadres et les dirigeants qui déclarent s'attendre à 96% à des gains de productivité spectaculaires. Et puis de l'autre, on a les employés concernés qui, eux, déclarent aux 3/4 que l'usage de l'IA a au contraire augmenté leur charge de travail. Donc cet écart, il est spectaculaire et c'est pas tout. Fin septembre, la Harvard Business Review annonçait que 95% des entreprises qui ont investi pour généraliser l'usage de l'IA n'observent à ce jour aucun retour sur investissement. En cause, une épidémie de work slop. Alors work slop, c'est la contraction des mots work pour travail et slop pour soupe. Le work slop, c'est ce contenu généré par IA qui ressemble en surface à un travail de qualité, mais qui manque de substance et qui ne permet pas réellement de faire avancer une tâche ou un projet. C'est joli, c'est synthétique, il y a les bullet points, des emojis. Au début, ça a l'air solide, mais dès qu'on creuse, on réalise que c'est évasif,
approximatif, voire carrément erroné. Pire, le workslop fait même perdre un temps considérable aux personnes qui le reçoivent, jusqu'à 2 heures de travail pour approfondir, repérer les erreurs, corriger, reformuler, soit presque autant de temps qu'il aurait fallu pour faire le boulot soi-même dès le départ à l'aide d'un moteur de recherche et de ses petits neurones analogiques. Outre une perte de temps, l'étude montre que le workslop affecte négativement la confiance et la qualité des relations entre les employés. Pourquoi ? Eh bien parce que les personnes qui utilisent l'IA ne le disent pas. Leurs collaborateurs le devinent et le fait que ce ne soit pas dit est perçu comme un manque d'honnêteté et de professionnalisme. Et puis, lorsque ce travail est impersonnel, imprécis, inconsistant ou inexact, ça rejaillit naturellement sur l'image de la personne qui l'a partagé et c'est le retour du spectre de l'incompétence. Du coup, il y a des risques sur la sécurité et la confidentialité, des usages qui sont peu cadrés, mal adaptés aux outils, pas assez de vérification, des mauvaises habitudes qui s'installent. Que doit-on faire ? Bannir l'IA des organisations ? Alors avant de se précipiter, il faut considérer une question quand même essentielle. Est-ce que les IA génératives posent ces problèmes parce qu'elles sont nulles ou est-ce que c'est parce qu'elles sont mal utilisées ? Ça c'est une bonne question. Les résultats d'une autre enquête penchent plutôt pour la deuxième option et identifient les problématiques suivantes. La plupart des employés utilisent des outils mal adaptés, grand public, généralistes, gratuits, comme par exemple ChatGPT. Mais surtout, les 2/3 des personnes interrogées ont déclaré ne pas vérifier ou remettre en question les réponses et les contenus fournis par l'IA. Et plus ces employés sont jeunes, plus cette proportion est élevée. Ce constat il est d'autant plus inquiétant que la plupart des IA génératives couramment utilisées ont tendance à partager de plus en plus de fausses informations. Résultat, par rapport à 2024, la plupart des IA ont baissé en fiabilité lorsqu'il s'agit de repérer une fake news. Et c'est tout le paradoxe. Plus les modèles de langage progressent, plus ils semblent fiables et plus nous leur faisons confiance, alors même que les risques, eux, restent inchangés, voire même parfois augmentent. Autrement dit, ce n'est pas l'IA qui est en crise d'intelligence, c'est nous qui sommes en crise de discernement. Donc le constat, c'est notamment un manque de fiabilité. Comment faire pour éviter les pièges ? Et finalement, est-ce qu'il est possible d'utiliser l'IA à bon escient dans le cadre professionnel ? Alors c'est possible selon les études publiées en respectant 3 bonnes pratiques. D'abord, demandez-vous si l'IA est le meilleur outil pour réaliser la tâche. Ces outils eux-mêmes ne sont pas magiques, ils ne produisent pas toujours des résultats de qualité, sans même parler de leur impact écologique, environnemental et social. Donc il faut bien réfléchir et s'assurer qu'on utilise le bon outil pour la bonne tâche. Ensuite, il faut bien sûr contrôler les propositions de l'IA, c'est-à-dire vérifier les faits, sourcer les citations et tester le code. On peut même demander à l'IA de faire ce travail elle-même en recherchant dans ce qu'elle a produit des erreurs ou des citations fabriquées. Ça fonctionne pas mal, mais c'est souvent insuffisant. Enfin, soyez transparent sur votre usage. Dites pourquoi vous avez utilisé l'IA et dites les vérifications que vous avez effectuées pour éviter de paraître incompétent ou peu digne de confiance. Et la santé dans tout ça, l'IA est-elle utilisée par des professionnels ? Eh bien oui, ces problématiques, elles se retrouvent dans le monde de la santé. Un usage de l'IA générative qui progresse très vite, mais des niveaux de maturité très variables chez les professionnels. En octobre dernier, nous avons par exemple accompagné une grande structure médico-sociale réunionnaise avec un atelier sur l'IA dédié aux agents administratifs. En conclusion, l'une des personnes témoignait de son étonnement. On a découvert que tout le monde l'utilise déjà, l'IA. Mais alors, vraiment, tout le monde. Il est donc nécessaire et même assez urgent de cadrer ces usages et de les réguler. Pour la santé, plusieurs documents importants ont été publiés cette année qui commencent à instaurer ce cadre. L'une des publications les plus récentes, mais aussi l'une des plus pratiques, concerne justement l'usage des IA génératives dans les secteurs sanitaires, social et médico-social. Elle émane de la Haute Autorité de Santé qui a publié en octobre ses premières clés d'usage de l'IA générative en santé. La HAS y reconnaît le potentiel des IA génératives pour le système de santé, bien entendu, mais elle avertit des risques qu'elles comportent. Elle insiste particulièrement sur un point essentiel, qu'a mentionné Frédéric en ouverture, le bon usage de l'IA générative se fait avec le professionnel. Mais avec, ici, c'est un acronyme qui résume les bonnes pratiques à respecter. A, pour apprendre, se former à l'IA pour connaître les risques, les contraintes réglementaires et les outils adaptés. V, pour vérifier, on en parlait, je ne reviens pas dessus, et E pour estimer si l'IA apporte effectivement quelque chose dans sa pratique. C pour communiquer avec un patient, par exemple, lors d'une consultation assistée, pour l'informer de l'usage de l'IA. Et la HAS met enfin en avant une dernière recommandation, c'est comme conserver
ses compétences et la qualité de sa pratique. Alors pourquoi conserver ? Parce qu'au cours de ces derniers mois, des alertes sont apparues sur une tendance observable. Quand on délègue des tâches à l'IA, assez rapidement, on perd en compétences pour les réaliser soi-même. Par exemple, et ça c'est valable aussi en médecine, par exemple, The Lancet a récemment publié une étude portant sur l'apport de l'IA dans le cadre de l'endoscopie. L'outil promettait d'augmenter... Ah, il n'y a rien, c'est ça. Je vois qu'on me regarde avec étonnement. L'outil promettait d'augmenter les performances des gastro-entérologues dans le dépistage du cancer colorectal, mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Certes, avec l'IA, les performances des médecins ont bien augmenté, mais le problème, c'est que quand ils se sont retrouvés seuls sans IA, leurs performances avaient chuté. Ils détectaient moins bien les anomalies qu'ils ne le faisaient avant de tester la solution d'IA. Conclusion, plus un outil nous aide à nous orienter, plus nous nous reposons sur lui, moins nous sommes capables de trouver notre chemin sans lui. C'est un peu l'effet Waze, où on ne peut plus aller dîner chez des amis ou trouver une nouvelle destination sans dépendre à 100% de son GPS. On est tous un peu perdus. Alors aujourd'hui, comment prendre le virage de l'IA ? Nous espérons que cette journée vous apportera des réponses. Sachez que vous n'êtes pas seul pour le faire. Les conférences que nous vous proposons sont là pour vous aider à vous forger un avis. N'hésitez pas également à vous rendre sur l'espace librairie. Il y a plein de documents qui pourront vous intéresser. Et tout de suite, je vais vous proposer d'accueillir dans cette matinale Yasmine Douadi, expert cybersécurité, PDG de Risk Intel Media. Elle devait être avec nous aujourd'hui, ça n'a finalement pas été possible. Je pense qu'on l'a en ligne. Bonjour. Ah, super. Bonjour Yasmine, merci d'être avec nous. Vous m'entendez ? Écoutez, avec grand plaisir, toutes mes excuses au public qui est en train de nous écouter. Malheureusement, effectivement, je devais être présente avec vous aujourd'hui, mais contrainte de le faire à distance, mais malgré tout très contente de pouvoir échanger sur la question de la cybersécurité. Merci de nous avoir rejoints. Il est très tôt chez vous. On est vraiment heureux de vous accueillir quand même dans cette matinale. On avait plusieurs questions à vous poser. On va profiter de votre présence. La première, à quel défi doit faire face la santé numérique en termes de souveraineté ? Et les risques sont-ils assez connus ? Je vous ai un petit peu entendu parler de pas mal d'éléments que j'ai trouvé d'ailleurs très pertinents parce que ça va revenir justement dans le discours que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors concernant les défis de la santé numérique face à la souveraineté, aujourd'hui je pense qu'il est essentiel de rappeler nos dépendances technologiques. Faut comprendre qu'en Europe, notamment sur le marché du cloud, une grande partie est dominée par les géants américains et je pense notamment à trois qui absorbent 70% de la consommation du cloud au niveau européen, qui sont donc Azure, AWS et Google. Et c'est pas un sujet qui est très léger, c'est pas juste une question commerciale, c'est vraiment une question stratégique, puisque dans le secteur de la santé, je pense que toutes les personnes qui sont présentes s'accorderont pour dire qu'on traite quand même de données extrêmement sensibles. Donc on parle pas seulement de dépendance technologique, mais bien d'une dépendance stratégique. Les données de santé sont des données pas comme les autres, elles peuvent révéler pas mal de choses, notamment l'état de santé d'un dirigeant, d'un militaire, d'une personne stratégique. Et donc, ces informations vont avoir une valeur d'espionnage ou de pression. Et puis, si on parle plus à certains profils de chercheurs, si on élargit cette conception de données stratégiques, certains vous diront que les données génétiques ou épidémiologiques d'une population sont aussi des données d'intérêt stratégique. Alors, malheureusement, comme je l'expliquais, au niveau du marché européen, aujourd'hui, on en est très dépendant. Notamment, moi, je pense à Doctolib, qui est hébergé essentiellement sur AWS. Et ces choix, forcément, ne sont pas anodins. Elles ont été faites aussi parce que ce sont des outils qui sont performants, qui sont scalables, qui sont résilients. Autrement dit, c'est un choix qui a été déterminé notamment parce qu'on n'a pas pu trouver de solution équivalente. Donc malheureusement, on n'a pas d'alternative européenne aujourd'hui aussi performant que ces solutions et c'est l'une des raisons pour lesquelles on se retrouve finalement à se tourner vers des solutions américaines. Lorsqu'on pose la question notamment au directeur de la cybersécurité de faire le choix parfois entre la performance ou une solution souveraine, malheureusement, ils sont tous très gênés parce qu'ils aimeraient bien pouvoir choisir des solutions souveraines, mais ils sont aussi obligés en fait de maintenir un certain niveau d'assurance en termes de qualité. Et donc, forcément, se tournent vers ces solutions-là qui ont déjà fait leurs preuves. Donc ça, c'est déjà sur la concentration du marché, cette dépendance technologique et vraiment un sujet en tout cas de discussion assez important. Et puis après, on va avoir les défis juridiques parce que forcément, cette dépendance technologique va amener d'autres questionnements et je pense notamment à l'extraterritorialité du droit américain. Il y a 2 lois aujourd'hui qui vont venir régir en fait les données de certaines grandes entreprises de la tech ou de grandes entreprises de façon plus générale. On a d'un côté le Cloud Act et de l'autre côté le FISA, plus particulièrement la section 702. Ces textes en fait vont permettre aux entreprises américaines de pouvoir
donner en fait les données lorsque le gouvernement le leur intime, des données de personnes, donc de clients, quelle que soit leur nationalité dans le monde, donc cela concerne également les Français et les Européens, et quel que soit aussi là où se trouve en fait la donnée. Parce que si vous voulez, certaines de ces entreprises parfois tentent de rassurer, notamment les entreprises américaines, en expliquant que les données sont dans des data centers en Europe et donc elles sont protégées. Alors malgré en fait leur présence physique en Europe ou en France, en fait, elles n'arrivent pas en fait à sortir de ce cadre du FISA ou du Cloud Act. Donc si demain le gouvernement américain demande de transférer ces données, ces données vont être tout simplement transférées, ce qui donc, comme je l'expliquais, vient carrément en conflit avec nous des règles qu'on a au niveau européen. Je pense notamment au RGPD et aux exigences françaises. Vous posiez également la question de la prise de conscience. Est-ce que c'est quelque chose dont on a conscience? Je pense que oui. Et ça se voit notamment par des prises de position au niveau politique, puisqu'on va avoir quand même soit des labels, soit des qualifications qui sont en train d'être mis en place pour pouvoir essayer quand même de régler ça, même si, comme je l'expliquais, elles ne permettent pas en fait de neutraliser ces lois. Je pense au HDS, qui encadre l'hébergement des données de santé. Donc elle va venir renforcer la sécurité de la localisation en Europe, mais elle va pas neutraliser ces lois étrangères. Surtout si l'hébergeur est soumis au droit américain, donc comme j'expliquais, soit au Cloud Act, soit au FISA. Et puis après, forcément, ça va poser des questions un petit peu plus poussées sur quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place. Alors, c'est de se tourner effectivement potentiellement vers des solutions qui soient européennes, mais bon, on revient toujours à la première problématique. Est-ce qu'il y a des solutions qui sont au même niveau de qualité, de résilience et de facilité aussi d'utilisation? Et puis la deuxième, ça va être en fait la prise de position des gouvernements et notamment la mise en place en fait d'un cadre qui permette d'être mis en place en France, mais également au niveau européen. Quand vous nous exposez ces risques, on se demande si on doit se méfier des IA et de l'appropriation de nos données de santé par les géants de la tech. Alors, oui, mais c'est pas un sujet, quelque part, ce n'est pas un sujet nouveau pour moi, parce que c'est la même question que celle qu'on se posait notamment sur les réseaux sociaux, sur l'utilisation de Gmail, cette question finalement de nourrir des outils qui ne nous appartiennent pas avec de la donnée. Là où l'IA rentre en jeu sur la question de santé, je pense que c'est un vrai enjeu sur lequel il faut discuter, ça va être même qu'est-ce qu'une IA? En fait, il faut comprendre que la qualité d'une IA et son efficacité va être intimement dépendante en fait de la donnée qui lui est donnée pour pouvoir en fait s'entraîner. C'est-à-dire que plus vos données sont de qualité, plus vos données sont importantes en termes volumiques et plus l'IA va être tout simplement qualifiée et particulièrement performante. Or, aujourd'hui, au niveau européen, on est pieds et poings liés. Lorsque je discute avec des chercheurs français en IA, l'une des réponses qu'on me donne, c'est malheureusement le RGPD qui est là pour protéger certes les citoyens et notamment l'ensemble de leurs données, vient quelque part limiter la recherche au niveau européen, puisque ces chercheurs n'ont pas la main sur des données de qualité ou même sur des quantités de données assez importantes pour pouvoir créer des modèles IA qui soient assez compétents et qui puissent venir quelque part concurrencer les modèles américains qui sont en train d'être créés. Et forcément, ça revient à la première question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau du cloud, je parlais justement de notre dépendance technologique, et au vu en fait de cette réglementation autour de la donnée, je crains malheureusement qu'on reprenne un petit peu ce même chemin dans les années à venir et qu'on se retrouve dépendant en fait tout simplement d'outils américains, puisque les outils américains, eux, ne sont pas limités quant à la recherche sur l'IA. Ils ont accès à des millions de données de santé, mais même au-delà tout simplement des données de santé, ils ont des données comportementales qui sont issues de l'ensemble des réseaux sociaux qu'on utilise aujourd'hui. Je pense à Facebook, je pense à Instagram, je pense à LinkedIn. Et d'ailleurs, il y a une histoire un petit peu assez drôle aux États-Unis qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques mois parce qu'elle a montré à quel point des données comportementales peuvent venir carrément vous donner des informations sur vous-même que vous ne connaissez pas déjà. C'est l'histoire d'une jeune fille aux États-Unis qui a commencé sur ses réseaux sociaux à avoir en fait des publications publicitaires qui apparaissaient autour d'enfants, donc des couches, du lait maternel, vraiment pas mal de pubs d'outils et de produits pour des nourrissons, alors même qu'elle n'a que 16 ans, cette jeune femme. Et il s'avère en fait que quelques semaines plus tard, elle a découvert qu'elle était effectivement enceinte. Et c'est les données comportementales liées à ce qu'elle regardait, aux différentes consommations, ce qu'elle achetait sur certains magasins,
ce qu'elle consommait même en termes de nourriture, qui a quelque part en fait induit tout simplement les modèles de données comportementales à lui faire pousser ce type de publicité. Donc on voit bien que la donnée, c'est pas quelque chose qui est anodin, c'est quelque chose qui va pouvoir en fait vraiment entraîner des IA et leur permettre d'être tout simplement qualifiés. Et donc ce qui va potentiellement se produire et ce qu'on peut craindre, c'est qu'on se retrouve dépendant d'IA dans le secteur de la santé médicale américaine. Alors, je vous écoutais tout à l'heure concernant l'IA, c'est vrai que l'IA peut être utilisée par des cybercriminels, donc ça peut avoir une notion un petit peu néfaste. L'IA peut être mal utilisée lorsqu'on ne sait pas l'utiliser, et puis par contre, l'IA peut être un formidable outil, et c'est vrai qu'on a pu voir à travers les différents papiers de recherche qu'il y a des IA qui ont permis notamment de détecter certaines pathologies beaucoup plus rapidement que ce que pourrait faire l'être humain, de pouvoir proposer aussi peut-être des traitements adaptés aux patients. Donc c'est quand même une avancée qui est très importante. Et l'IA, au-delà donc de la donnée avec laquelle on la nourrit, c'est une IA qui peut être biaisée. Et ça, on l'avait vu notamment cette année, puisqu'il y a eu un énorme scandale sur l'IA Gemini. C'est le fait que les données qui ont été données en fait à l'IA Gemini étaient des données un peu biaisées, notamment ce que a dit, alors là je répète ce qu'a dit notamment le PDG, en question des données de wokisme, ce qui a donné en fait des erreurs historiques monumentales. Et je vais vous expliquer quel est le lien avec la santé. C'est que quand vous tapiez notamment une génération d'images de général de nazis de la Seconde Guerre mondiale, on vous mettait en fait des images de jeunes femmes asiatiques ou de jeunes hommes africains, alors que bon, historiquement, c'est complètement incohérent. Mais voilà, dans un souci finalement d'inclusion, si vous voulez, les données ont été biaisées quand on les a entraînées. Et l'une des craintes qu'on peut avoir concernant l'IA dans le secteur médical, si elle est généralisée dans les hôpitaux français par exemple, et que ce soit des IA américaines, c'est potentiellement d'avoir également des biais qui sont intégrés, notamment sur les médicaments qui peuvent être prescrits. Peut-être qu'on va favoriser plus un laboratoire qu'un autre, peut-être plus un médicament d'une certaine nationalité qu'une autre. Donc voilà, c'est vrai que l'IA aujourd'hui, c'est aussi, je dirais, un enjeu stratégique pour l'Europe, et c'est d'autant plus un enjeu stratégique dans le secteur de la santé. Et c'est plutôt un risque ou une opportunité du coup ? C'est les deux. C'est les deux, c'est une opportunité formidable quand on sait l'utiliser, mais ça peut amener pas mal de risques. Alors vous avez les risques, comme je vous le disais, celle de notre souveraineté, mais même au-delà de ça, évidemment, vous avez des risques au niveau de la cybersécurité, puisque de la même manière que nous, on l'utilise en cybersécurité pour se défendre, vous imaginez bien que les cybercriminels l'utilisent pour pouvoir justement mettre en place un certain nombre d'attaques, les multiplier, augmenter leur crédibilité. Je pense notamment au phishing, qui aujourd'hui n'ont plus de faute d'orthographe, sont personnalisés à la victime, et donc vous amenez en fait à mettre en place des actions qui peuvent être tout simplement tragiques pour une personne d'un point de vue financier si elle se met à faire des virements ou à mettre des données, des informations sensibles. Donc c'est les deux. Je pense pas qu'il faille qu'on soit dans une situation où on voit la technologie comme quelque chose de néfaste. En fait, l'IA n'a pas de personnalité, donc elle n'est ni bonne ni mauvaise, et donc elle va apporter son lot d'avantages de productivité. On parlait, je vous entendais tout à l'heure, vous parliez de productivité. Elle va apporter son lot de productivité, surtout si on sait bien l'utiliser. Elle va apporter son lot de risques, évidemment, si on l'utilise mal. Vous parliez des risques cyber, effectivement, il n'y a pas que la souveraineté, il y a aussi des risques en termes de cybersécurité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, si on prend le cas du secteur de la santé, c'est vrai que sur ces dernières années, on a quand même vu une augmentation assez importante en fait des cyberattaques dans ce secteur-là pour plein de raisons qu'on peut identifier. La première, c'est que c'est un secteur malheureusement qui a pas tous les moyens financiers de pouvoir se protéger au niveau où il devrait se protéger. Donc ça en fait des cibles de choix pour les cybercriminels qui sont évidemment extrêmement opportunistes. On l'a tous vu pendant la période du Covid. C'est pas des enfants de cœur. Donc ils vont être opportunistes, et le secteur hospitalier, le secteur de la santé, c'est un secteur qui est pour eux en fait une cible de choix et facilement attaquable. Le deuxième, c'est la donnée en elle-même, comme on l'expliquait. Les données de santé sont des données qui se revendent très cher sur le dark web. Quand vous avez une fiche complète, numéro de sécurité sociale, nom, prénom, etc., ça peut se vendre à plusieurs centaines d'euros la donnée. Donc vous imaginez quand on a des fuites de plusieurs millions de données. Et puis la troisième, bien simplement parce que quand vous touchez un hôpital, d'ailleurs on se rend compte que la typologie d'attaque, c'est souvent ce qu'on appelle des ransomware, c'est-à-dire qu'on va rentrer sur votre système d'information
information pour vous le bloquer et vous demander une rançon. Et vous êtes beaucoup plus à même à payer une rançon quand il s'agit de vie humaine. Et c'est là où la cybersécurité vient carrément se mêler à la réalité physique. C'est dans le secteur de la santé qu'on le voit le plus, puisque on parle d'êtres humains, on parle de gens, on parle d'un hôpital qui est entièrement bloqué, paralysé, avec des personnes qui attendent sûrement des différentes opérations. Donc c'est vrai que le secteur en lui-même qui n'a pas les moyens parfois de se protéger correctement, la donnée qui est extrêmement intéressante parce qu'elle est revendue extrêmement cher, et la sensibilité de l'urgence qu'il y a derrière parce qu'on touche à des vies humaines fait que ça en fait une cible de choix. Et on le voit entre 2022 et 2023, on a au moins 30 établissements français qui ont été victimes de ransomware selon l'ANSSI. Forcément, je vous rappelle rien, je pense qu'on a tous été choqués par les chiffres, notamment de l'hôpital de Dax en 2021. C'est quand même un coût, le coût de cette crise, c'est 2,3 millions d'euros. En avril 2024, c'est Simone Veil de Cannes qui a été ciblée par le groupe Lockbit. Donc voilà, c'est un secteur qui est bien touché. Et puis là où il faut comprendre aussi comment la cybersécurité fonctionne, c'est que pendant un moment, je pense que dans le fantasme collectif, on imaginait réellement le cyber-hacker comme quelqu'un de seul, dans sa cave, avec des compétences extraordinaires, un peu comme ce qu'on voit dans des films hollywoodiens, ce qui est évidemment pas le cas. En réalité, ce sont des groupes extrêmement bien organisés, en fait, tout aussi bien organisés qu'une entreprise. C'est ce qu'on appelle, en fait, la cybersécurité as a service. C'est-à-dire que chacun va avoir son rôle. Comme dans une entreprise, vous allez avoir celui qui crée le ransomware, donc qui le développe, ou vous allez avoir celui qui le revend. Vous allez avoir celui qui va le déployer. Et vous avez même un service après-vente. Donc c'est quand même un groupe, ce sont des groupes de criminels très très bien organisés, affiliés à d'autres groupes criminels, très difficiles finalement à faire face. On n'est pas face à une personne un petit peu toute seule. C'est un hydre, je dirais, c'est un hydre à plusieurs têtes. Et je pense notamment à Lockbit qui a été démantelé partiellement, si on peut dire ça, comme ça il y a quelques mois, et qui continue malgré toutes ces vires, parce que finalement il y a tellement d'affiliés autour. Je vous disais, c'est un groupe très large que même quand vous coupez une tête, et vous en avez une autre qui apparaît. Et donc forcément, ce sont des groupes très bien organisés et qui justement savent très bien ce qu'ils font. Merci. On aura l'occasion de creuser ces questions tout à l'heure, dans les minutes qui viennent, avec Mathieu Dril et Clément Domingo. Une dernière question pour terminer. Quelles sont les technologies en santé qui vont révolutionner le monde pour vous et qui présentent le plus de risques ? Alors, je pense que dans votre question, moi, ce qui est assez important, c'est le pour moi. Donc, je tiens à le préciser. Pour vous, bien sûr, moi, pardon. Moi, ça va être. Ouais, je pense. Non, mais vraiment, c'est parce que je vais vous donner quelque chose qui va peut-être faire rire le public, parce que en fait, on va avoir l'impression qu'on est dans de la science-fiction, mais en réalité, regardez autour de vous, il y a des films qui sortaient il y a 15 ans qui commencent aujourd'hui à être réels. On a ce flou entre l'imagination humaine scientifique et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui commence à être de plus en plus flou. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que moi, je vais vous répondre tout simplement les robots. Et d'ailleurs, Elon Musk a lui-même déclaré que, selon lui, les robots vont supprimer la pauvreté. Il a d'ailleurs investi à travers son robot Optimus, donc il veut équiper des milliards de foyers. Et on peut imaginer également ces mêmes robots en fait être utilisés comme des aides-soignants. J'ai vu récemment un robot qui a défrayé la chronique, qui est celui de Neo, qui a un robot aidant à domicile. Et ça va être quelque chose qui va commencer à se démocratiser. Aujourd'hui, vous pouvez l'acheter un Neo, je crois que c'est 400 € par mois. Et c'est un robot qui est capable de vous aider dans toutes vos tâches quotidiennes ménagères. Donc faire la vaisselle, plier le linge, il y a des vidéos qui montrent comment il fonctionne et il a l'air de fonctionner très bien. Donc c'est quand même assez impressionnant d'en arriver à ce point-là. C'est des choses qu'on voyait dans des films. Maintenant, dans le secteur de la santé, on peut imaginer effectivement des aides-soignants. Mais ça vient avec un certain nombre de risques, parce que vous imaginez bien que ce type de robots sont pas déconnectés. Vous pouvez les hacker, vous allez pouvoir notamment collecter de la donnée, parce que j'avais fait une vidéo notamment et un article sur le robot Neo en question. Il collecte un certain nombre de données concernant votre domicile, puisqu'il est chez vous, donc il est capable de cartographier directement à quoi ressemble votre maison. Il est avec vous au quotidien, il enregistre tout ce que vous dites, il a des micros, il a des caméras. Donc on va avoir en fait un certain nombre d'outils qui vont être exceptionnels en termes d'aide, mais qui vont collecter un nombre incroyable d'informations vous concernant. Et comme je l'expliquais, la donnée aujourd'hui, c'est l'or noir. La donnée, c'est quelque chose qui est recherché, qui coûte très très cher et qui va être de plus en plus demandé. Donc ce genre d'outil, ça va être une aubaine en fait en termes de cybersécurité. Je vous remercie, Yasmine. Du coup, c'est devenu ma plus grande peur également.
Je n'investirai donc pas dans ce robot qui m'a pourtant bien rendu service. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin depuis la métropole. Merci. Merci pour votre invitation. Au revoir. On vous en parlait tout à l'heure et on a commencé à déflorer un petit peu le sujet. La cybersécurité, c'est l'un des axes majeurs d'Innov chaque année. Et cette année, pour l'entretien en live cette fois, on a 2 intervenants de poids. Je vais appeler sur scène Mathieu Druil, directeur de Cyber Réunion pour la cybersécurité. Et Clément Domingo, dit Sax. Innov. Là où tu veux. Où tu veux. La e-santé. Ouais, vous pouvez tester vos micros. Merci d'être avec nous tous les deux. Allez-y, je vous laisse parler dans le micro, voir si ça fonctionne. 1, 2, 2, test. Ouais. Bonjour Clémentine, salut François, salut Mathieu et bonjour à tout le monde. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Ensemble, on va parler de nos données personnelles, des IA génératives, du risque cyber dans le secteur de la santé. Merci d'être là. Sax, est-ce que je peux vous demander de vous présenter comme un hacker éthique? Qu'est-ce que c'est un hacker éthique? Déjà, dire hacker éthique, c'est un non-sens, mais on est obligé de rajouter le éthique, parce que dans les années 80, la presse a fait énormément de mal au terme hacker en voulant désigner des pirates, des cybercriminels, donc d'où aujourd'hui un peu cette précision-là en disant gentil hacker, pour moi, ou éthique, mais normalement un hacker, c'est une personne qui est là, qui comprend nos systèmes, qui découvre les failles, mais surtout qui va alerter à les sécuriser, et en plus de ça, depuis quelques temps maintenant, j'essaie de faire de la prévention, parce que je juge qu'il n'y a pas assez de prévention pour le grand public, et encore plus pour les citoyens. Mathieu, vous dirigez Cyber Réunion, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement vos missions? Oui, avec plaisir. Cyber Réunion est une marque régionale de cybersécurité, la seconde avec Nouveil. On est opéré par Réunion THD, qui est un établissement public du Conseil régional de la Réunion, et on opère un premier dispositif, un centre de réponse aux incidents, avec un service, l'équivalent d'un SAMU numérique. Donc on propose aux TPE, aux PME, aux collectivités territoriales et aux associations victimes d'incidents de cybersécurité de nous contacter. On les accompagne, on les aide, on les encourage à judiciariser ces attaques, on les met en relation avec des prestataires labellisés sur le territoire en cas de besoin. C'est le service réactif. On opère également des services proactifs, ce qui a été évoqué par Sax, l'idée d'avoir des actions de prévention, de sensibilisation, dans la continuité un peu du travail admirable que peut réaliser Nouveil, plus spécifiquement sur la santé. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est le premier étage. Et on coordonne également un consortium d'un projet européen avec 6 partenaires sur le territoire qui vise à proposer un parcours diagnostic, formation, cybersécurité, TPE, PME, collectivités territoriales, associations, toujours les mêmes publics, sans reste à charge, et également le financement jusqu'à 65% de mesures de sécurité qui sont déployées par des prestataires locaux réunionnais qui ont été sélectionnés à l'issue d'une procédure d'appel à manifestation d'intérêt. On va revenir sur ces dispositifs et notamment comment un professionnel de santé à La Réunion peut les activer et quand il faut vous appeler. D'abord, Sax, je voulais qu'on revienne sur les IA génératives. On en a beaucoup parlé là. Elles comprennent des risques spécifiques sur la cybersécurité. C'est quoi le risque aujourd'hui pour moi si j'utilise un chatbot, ChatGPT? Quel risque je fais courir à ma structure et qu'est-ce qui peut m'arriver? Si tu utilises de l'IA générative, tu n'as aucun risque. Le seul risque, c'est comment le résultat de ce qui a été généré avec cette IA-là va être utilisé. Mais aujourd'hui, on peut tous utiliser des IA. D'ailleurs, les plus en vogue sur le marché, c'est du côté de OpenAI, mais aussi un peu du côté de chez les Chinois qui mettent en place de plus en plus de modèles. Ce qu'il faut expliquer très rapidement, mais je pense que pendant toute la journée, on reviendra là-dessus. Déjà, quand on parle d'IA, c'est un non-sens, ou plutôt parler de LLM, et derrière, il y a plusieurs modèles. Aujourd'hui, quand on va faire de l'IA générative, donc il y a énormément d'IA générative dans plusieurs domaines, et les domaines les plus utilisés, d'ailleurs, que vous pouvez voir au quotidien, aussi bien sur LinkedIn, en tout cas sur vos réseaux sociaux, sur Internet, c'est tout ce qui va avoir trait à l'image. Donc, ça veut dire, tu vas par exemple, au travers d'un prompt, donc une instruction bien spécifique, donnée à ce LLM, en tout cas à cette IA-là, lui dit, par exemple, génère-moi François sur le bord du lagon avec, un verre. Ça, en fait, tout le monde peut le faire. Là où ça va être compliqué, c'est ce que je vais faire de cette image que je viens de générer par toi. Si je l'envoie en effet, par exemple, un peu dans un cadre professionnel, ou en tout cas pour du chantage, ou en tout cas pire encore, ce qui se passe, et donc ça, je pense qu'il ne faut pas non plus occulter ça. Aujourd'hui, on voit de plus en plus
d'arnaqueurs, mais aussi de cybercriminels, voire même en fait faire du chantage, donc prendre une photo d'une personne, et surtout de jeunes adolescents, jeunes adolescentes, les dénuder et venir demander de l'argent. Je pense c'est plutôt dans l'utilisation de ce qui est fait de ces images, de ces vidéos que c'est problématique, mais pas en soi, on va dire, juste le fait de les générer. Et donc ça, à son niveau, finalement, on est assez impuissant à le contrer. Hélas, et ça, je m'en désole, et je pense que dans les semaines et mois à venir, on est très loin, il faudrait avoir une réglementation. Il faudrait que, aujourd'hui, toutes les IA qui sont générées, et donc qui sont mises à disposition par les mastodontes, que ce soit chez OpenAI, que ce soit chez Gemini du côté de Google, que ce soit aussi chez Microsoft, DeepSeek, en fait, qui puissent avoir cette mention-là générée par l'IA, parce qu'on voit de plus en plus de modèles qui arrivent, et parfois c'est très 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 compliqué. Je vais pas trop spoiler, mais ce divulgacher, vu qu'on va utiliser un peu des mots français, cet après-midi on va faire un petit test et on va voir un peu est-ce qu'on parvient à identifier est-ce que c'est de l'IA ou pas. Et je pense qu'il va falloir, et ça je me bats là-dessus, avoir des mentions dans ces photos, dans ces vidéos, pour surtout venir alerter le grand public qui parfois peut être totalement bené et puis découvrir en disant mais est-ce que ce que je suis en train de voir, ça a été généré par une intelligence artificielle, ou est-ce que c'est le fruit d'un artiste, d'un photographe, ou alors qui a mis en peur, en tout cas, cette image-là ou cette vidéo? Est-ce qu'il y a des alternatives aux IA de marché qui présenteraient moins de risques? Alternatives dans le sens plutôt responsable de ce qui... Non. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient nous... Non, et ça, j'ai une explication à ça, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une course à l'IA, donc vraiment le côté sécuritaire, disons les choses, c'est pas aujourd'hui l'apanage de ces grands. Aujourd'hui, leur but à eux, c'est de savoir qui va mettre en place le dernier modèle que nous tous ici, on va utiliser. Et moi, à chaque fois que je reviens des États-Unis, de la Silicon Valley, en fait, mon cerveau, il est totalement à un autre niveau, et je me rends compte que là-bas, ils sont en train de générer nos besoins du futur et parfois des choses dont on n'a pas du tout besoin, et donc on ne vit pas du tout dans le même monde. Là-bas, vous avez des petits jeunes, mais ils sont juste des superbes génies, parfois totalement dénués de toute morale éthique. Ce que je dis, c'est juste un fait. Et quand on revient là, c'est là qu'on se rend compte qu'on a peut-être besoin d'avoir ce genre de rencontre, d'avoir un peu des cadres institutionnels, mais surtout éthiques, pour venir se dire comment on freine tout ça, surtout par rapport à la génération d'IA et cette prolification. Puis après, je vais m'arrêter là. Là, la semaine prochaine, le 30 novembre 2025, ça va faire exactement 3 ans que Musk est arrivé. Autant pour moi, Sam Altman est arrivé avec cette annonce fulgurante de ChatGPT. Et en l'espace de 3 ans, on a vécu ce qu'on aurait dû vivre en 10 ou 15 ans. Et le pire, et je dis bien le pire en pesant mes mots, c'est que ce n'est pas encore fini. Je voudrais bien qu'on revienne un petit peu sur notre territoire à La Réunion. Mathieu Druil, c'est quoi l'état de la menace cyber ici chez nous? Je pense que la précédente intervenante a quand même bien dressé l'état des lieux. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques sur notre territoire, des attaques plus... Bien sûr, enfin, d'une part, de manière assez générale, la menace est systémique. Ce qui caractérise énormément les attaquants, c'est leur opportunisme. La menace réunionnaise plus spécifique, de manière plus objective, les chiffres dont nous disposons, avant qu'il y ait un observatoire local, donc porté au niveau national, c'était l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, 14 attaques recensées en 2023, 24 recensées en 2024, c'est un hasard. Et nous, sur la première année d'exploitation, on a traité 34 incidents de cybersécurité. Et on est tous convaincus que c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a un certain nombre d'éléments qui en témoignent. Pour vous donner un élément sur lequel on essaie de travailler, c'est qu'on a fait une petite étude de notoriété pour connaître sur le champ de nos bénéficiaires les personnes qui nous connaissaient, les personnes qui nous connaissaient pas. Et sur notre cible prioritaire, donc les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, 8 structures sur 10 ne savent pas qui contacter en cas d'attaque cyber, malgré des budgets de communication assez importants. Donc la menace, et pour revenir peut-être un petit peu plus précisément à la question aussi, et étayer et proposer un complément sur ce qui a été proposé par Sachs. Dans le monde de la santé, on a connu une attaque en 2023 sur un établissement public de santé. On revoit également aussi énormément des attaques de type deepfake. Un certain nombre de personnalités politiques de premier rang ont été ciblées. Donc je rejoins ce qui a été évoqué tout à l'heure. Il y a un vrai enjeu d'accompagner les gens dans leur capacité
rester lucide, à distinguer un petit peu ce qui peut être fait dans le cadre normal, dans le cadre politique, de ce qui peut relever plutôt de la tentative d'escroquerie financière. Et le cyber constitue de toutes les manières un moyen d'extorsion financière, enfin un outil qui va permettre de pouvoir aller récupérer des recettes financières pour les attaquants. Alors quand on dit cybersécurité, du coup, c'est vrai qu'on pense toujours immédiatement au risque, hein, c'est crispant, puis c'est un risque qui est réel. Mais est-ce que c'est pas aussi quelque part une opportunité pour un territoire comme La Réunion ? On essaye de prôner cette vision. Quand on fait une analyse stratégique de type SWOT, on identifie forcément les risques, les menaces. On a également forcément un certain nombre d'opportunités. La Réunion est une des 2 représentations françaises dans la zone sud de l'océan Indien. Le cyber est devenu un champ de conflictualité. Les compétiteurs ne s'en privent pas. Et quand on regarde un petit peu un certain nombre d'éléments dans la région, en 2022, l'île Maurice a été destinataire d'un certain nombre de fonds pour mettre en place un centre de formation à destination de l'Afrique. Plus récemment, les Comores ont signé un partenariat de cybersécurité avec la Russie. Et si on regarde un petit peu les dépenses prévisionnelles de cybersécurité en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, c'est plusieurs centaines de milliards. Donc le Choose France de 2019 prôné par le président de la République, ou la capacité des Outre-mer à représenter un peu le porte-avions du savoir-faire européen et français dans leur zone d'influence, constitue de notre point de vue un élément sur lequel il faut travailler. Pour bien préciser, du coup, on est dans le secteur de la santé, donc vous intervenez auprès des TPE-PME. Quel type de professionnels peuvent faire appel à vous ? Est-ce que vous êtes déjà en contact avec des structures qui... Alors, on a traité, sur le volet préventif, on a déjà traité un certain nombre de cas d'identification de vulnérabilité pour des établissements médico-sociaux. On travaille bien évidemment en parfaite harmonie, en parfait échange à la fois avec le GRAD et également avec l'ARS quand on a été amené à observer des vulnérabilités critiques sur le territoire pour les notifier aux personnes physiques derrière les personnes morales qui étaient représentées. On travaille, on s'est naturellement rapproché un peu de vous. L'idée, c'est d'être en capacité de prendre en charge les victimes de la manière la plus simple possible, ce qui n'est pas toujours évident, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Et on pense que les libéraux constituent effectivement un champ de bénéficiaires pour lequel on peut avoir des choses à faire tous ensemble sur les 2 programmes que j'évoquais, à la fois sur le volet SAMU réactif, prise en charge, à la fois également sur le volet diagnostic, formation et accompagnement financier sur les mesures de sécurité. Concrètement, donc, quand on subit une attaque cyber, imaginons, je suis un libéral, je suis dans mon cabinet, et je constate une anomalie nette sur le fonctionnement de mon système d'information, qu'est-ce que je dois faire et j'appelle qui? Comment ça se passe? Si c'est un fantôme, il faut appeler Ghostbusters. Ouais. Si c'est une attaque informatique, vous contactez le 02 62 974 999. Le 974 est important. Du lundi au vendredi, de 9h à midi, de 13h à 17h. On travaille sur des dispositifs pour pouvoir prendre en charge en dehors des heures ouvrées. C'est pas encore le cas. On communiquera dès que ça sera le cas. Mais voilà, ne pas hésiter. Que ça soit une levée de doute, que ça soit une attaque confirmée, on est là pour accompagner les libéraux. Il y a beaucoup d'acteurs quand même. Comment on sait qui vous appelle vous, qui appelle quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de prévu là-dessus? Vous avez raison, Clémentine. Il y a effectivement une multitude de dispositifs. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une initiative qui a été portée par le président de la République et qui a été déployée par le ministère de l'Intérieur, qui s'appelle le 17 Cyber. Et l'idée, c'est un guichet unique non exclusif. Donc, la prise en charge de manière automatisée sur un site internet avec un certain nombre de formulaires, la possibilité d'être mis en relation 24 heures sur 24 avec un représentant des forces de sécurité intérieure pour tout le volet judiciarisation de l'attaque, et très récemment l'accrochage des CCRT territoriaux, des centres de réponse à incidents en région, pour que la personne qui souhaite ne pas uniquement être pris en charge par un formulaire ou un chat, même avec un humain de l'autre côté, puisse rentrer en contact avec quelqu'un de son territoire. Et donc c'est à ce niveau-là que la malheureuse victime aura la possibilité de cliquer sur un bouton et de pouvoir contacter nos services de manière directe, sans avoir à composer le numéro que j'évoquais tout à l'heure. Donc un point d'entrée qui va devenir unique et sur lequel on pourra avoir toutes les réponses qu'on cherche. Et sur lequel on va pouvoir communiquer de manière à ce que les gens effectivement prennent le réflexe. On connaît le 17, enfin il y a un certain nombre de numéros d'urgence qu'on connaît, de se dire bon, le 17 cyber, constitue la porte d'entrée, le guichet unique non exclusif. Voilà. C'est déjà opérationnel ou ça le sera bientôt? Il y a 2 régions en France qui ont déployé le dispositif, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Et si tout va bien, la Réunion rejoint le dispositif lundi prochain, le 24. Super, bonne nouvelle. Super, bonne nouvelle. Côté pirate d'ailleurs,
vous qui êtes dans la peau des attaquants. Pour vous, en complément, c'est quoi les bons réflexes quand nous, utilisateurs, usagers, noobs, on constate qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse tout de suite, même à la maison? Ne pas se dire que c'est un test de l'équipe cyber, que ce test-là est encore là pour vous casser les pieds. Ne pas se dire que bof, je le remettrai à tout à l'heure. Tout à l'heure, Mathieu l'a dit, la levée de doute. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Mieux vaut perdre 5, 10, 15 minutes à prendre le téléphone, à se rapprocher d'un professionnel qui va pouvoir venir analyser, que de prendre ce risque-là, d'être paralysé peut-être pendant une semaine, pendant un mois, pendant bien plus longtemps que ça. Voilà un peu les deux choses que je pourrais dire assez concrets, mais vraiment sur le doute. Et puis je passe un peu, on va dire, toute l'hygiène numérique. Mais ces deux parties-là, elles sont assez importantes. Vraiment, s'il y a le moindre doute, parce que c'est votre activité, vous n'êtes pas des professionnels de l'informatique, loin de là. Mais aujourd'hui, je pense que sans informatique, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. On voit assez souvent, et là dernièrement, dans l'actualité, aussi bien en métropole, mais aussi dans d'autres régions du monde, que lorsqu'il y a une attaque informatique, assez rapidement, il y a cette chose-là que les médias remettent en avant, ils sont revenus au papier-crayon, il y a eu une désorganisation du système, on voit un peu tout ça, et ça c'est la résultante directe de ces attaques-là, parce que peut-être s'ils avaient pris le temps, ces personnes-là qui est ce qu'on appelle un peu le patient zéro, ou les personnes qui sont proches de ça, fait cette levée de doute, ou rapidement isoler le réseau, on ne serait pas arrivé à ces niveaux-là. Pour terminer, peut-être, dernière question de cette matinale. Mathieu, il y a beaucoup de... Pardon, c'est à la fin, je suis fatiguée. Ouais. Au GCSTESIS, on porte Nouveil, qui est un programme régional. On en parlait tout à l'heure dans les actus. Vous êtes à Cyber Réunion. Est-ce que, on le disait, il y a beaucoup d'acteurs qui œuvrent sur tous ces terrains-là. Est-ce qu'il n'y a pas une synergie qu'on pourrait imaginer entre ces acteurs ? Je pense que la réponse figure déjà dans la question. Non, pas douter. Non, bien sûr. Naturellement, l'idée, c'est qu'on puisse travailler sur des sujets communs. Je vous le rassure, c'est déjà le cas, de manière sans doute un peu informelle. On remercie les équipes de Nouveil qui ont participé activement à Rempart 2025, l'exercice massifié de gestion de crise qu'on a réalisé en octobre dernier. On était en septembre, pardon, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, pardonnez-moi. On était plus de 60, donc 60 participants, 3 équipes avec le concours du GCSTESIS. On a travaillé sur quelques petits sujets. Et oui, l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse s'unir, identifier des périmètres d'action, aller vers une convention pour formaliser un petit peu tout ça et puis avoir des actions de sensibilisation communes au service du territoire. Merci beaucoup à tous les deux. On peut les applaudir très fort. Merci de votre participation. On retrouvera Clément pour une conférence tout à l'heure, à 13h40, je crois. Oui, Sax, bien sûr, sera tout à l'heure, mais je pense que Katiana va vous le rappeler. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous à cette matinale. On est ravis de faire cet exercice chaque année. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. J'aimerais qu'on fasse une énorme tonnerre d'applaudissements pour, en particulier, Elsa et Alice, qui déploient chaque année une énergie formidable pour permettre à cet événement d'exister. Elles font tout, donc merci beaucoup à elles. Et puis, excellente journée à vous tous. Merci à tous, bonne journée. Merci beaucoup François, merci Clémentine. Ça avait plutôt bien démarré, je trouvais que c'était plutôt le journal des bonnes nouvelles. Et puis au fur et à mesure, on a eu quand même quelques alertes. Lorsqu'on a parlé de robots, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Will Smith, I, Robot, vous vous souvenez ? C'était déjà, le scénario c'était en 2004, hein, c'était il y a 21 ans. C'était déjà un scénario, mais souvent dans les films, on imagine que c'est de la science-fiction, mais c'est basé souvent sur des données que nous, téléspectateurs lambda, nous n'avons pas. Et on parle beaucoup de santé physique, effectivement, mais il y a aussi la santé mentale. Je ne sais pas si vous avez vu ce petit reportage sur les réseaux sociaux d'une femme qui est tombée littéralement amoureuse de son intelligence artificielle. Vous l'avez vu ? Donc la santé mentale, ça aussi, c'est malheureusement, j'ai l'impression qu'on est en train d'isoler les gens. En tout cas, moi, ça a mis une espèce de chape de plomb au-dessus de la tête. Est-ce que vous, ça va ? Vous êtes OK ? Le discernement, un usage responsable, c'est vraiment le message pour cet après-midi. Dans quelques instants, on verra si l'intelligence artificielle, c'est plutôt ange ou démon. C'est une spécialiste de l'intelligence artificielle. Elle a écrit de nombreux ouvrages que vous pourrez d'ailleurs récupérer. Il n'y a qu'une centaine d'exemplaires, il me semble, et ils pourront être dédicacés. Ils se trouvent à l'extérieur au niveau des stands, puisqu'on va faire une petite pause dans quelques minutes. Elle se prénomme Laurence de Villers.
Elle est chercheuse, professeure, spécialiste en IA, et on pourra la retrouver tout à l'heure sur les enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. On va faire une courte pause et on reviendra sur le programme qui nous attend avant la pause déjeuner. Gardez bien vos bracelets informations pratiques que vous pourrez remettre donc au traiteur au moment du déjeuner. Vos badges, je vous donne l'info maintenant, mais je vous la redonnerai après. Il faudra les remettre à la fin de cette journée. On va en apprendre. N'hésitez pas à prendre des notes. N'hésitez pas à comprendre. N'hésitez pas à poser des questions, puisque finalement, la pire des bêtises, c'est l'ignorance, et on est là justement pour apprendre et avoir un maximum de connaissances pour pouvoir être des utilisateurs responsables. On se retrouve dans quelques instants. On marque une courte pause et on revient dans quelques instants pour ce séminaire et cette conférence IA, ange ou démon avec Laurence de Villers. Innove. La e-santé, c'est maintenant. Innove.